Le jeu vidéo est un art encore récent mais qui a déjà ses propres codes. Plusieurs genres ont émergé, plusieurs plateformes se sont formées et ce monde a déjà ses propres traditions. Pour simplifier, il existe 4 pôles principaux qui sont essentiels et spécifiques à la conception d'un jeu vidéo. Le game design, regroupant la création des mécaniques du jeu, c'est-à-dire les règles, les fonctions à utiliser et toutes les possibilités d'interaction offertes aux joueurs. C'est ce qu'on appelle le gameplay. On peut y inclure le level design qui travaille à l'élaboration des niveaux en adéquation à ces mécaniques. Il y a aussi le pôle game art pour tout ce qui touche au visuel. Ce pôle regroupe plusieurs professions qui, même si elles peuvent être réunies, sont plus communément des choix de spécialisation. Nous retrouvons les métiers de concept artiste, character designer, environment artist, animateur, VFX artiste, ainsi que UI et UX designer. Et pour tous ces métiers, il y a là encore un choix de spécialisation en rendu 2D ou 3D. Le troisième pôle, c'est le sound design, donc tout ce qui touche à l'aspect sonore, de la musique au bruitage en passant par les bruits d'ambiance, ainsi que le travail sur le mix pour équilibrer correctement ces différents sons. Et en dernier arrive le développement, la partie technique de cette œuvre qu'est le jeu vidéo. Le code informatique, c'est en quelque sorte le liant de ces trois pôles. Il existe plusieurs spécialités dans le domaine de la programmation, mais les deux principales sont le gameplay et le moteur. Le dev moteur va s'occuper de faire les outils de développement pour les différents pôles. Et le dev gameplay va être au plus près de la production, il est le point de rassemblement des deux équipes. Il va donner vie aux mécaniques de gameplay et intégrer également l'aspect graphique et sonore. Et bien sûr à cela se greffent parfois d'autres univers comme la narration, le cinéma, etc. Le monde du jeu vidéo a aussi développé ses propres événements. Les plus grands événements qui sont connus du public sont l'E3 à Los Angeles et la Paris Games Week à Paris. Ces salons rassemblent les plus grosses entreprises du jeu vidéo et font office de vitrine pour partager au public des jeux qui sont déjà créés sur de longues périodes ou qui sont à venir. Il existe aussi des événements qui réunissent les créateurs indépendants comme l'Indiecade, visant principalement un public de professionnels. Et enfin, il y a les Game Jam. Ce sont des événements visant à créer un jeu seul ou en équipe dans un temps limité. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui, bienvenue dans les coulisses de création d'un jeu vidéo fait en 72 heures. Quand on commence à creuser ce monde du jeu vidéo, on apprend rapidement l'existence de la Ludum Dare, une game jam internationale qui a une durée de 48 à 72 heures. A titre d'exemple, l'édition 43 de la Ludum Dare avait pour thème « Des sacrifices doivent être faits ». Et le jeu qui a été le mieux noté fut Friend Gun, un jeu rempli de personnages en forme de balles de pistolet que l'on peut sacrifier afin de combattre les forces obscures qui entrent dans le village paisible, à moins que l'on puisse utiliser autrement cette mécanique de sacrifice. C'est un jeu poétique qui apporte un message très intéressant, et c'est grâce à ces game jams que ce genre de jeu voit le jour. A titre indicatif, la Ludum Dare c'est généralement entre 2500 et 3000 jeux créés à chaque édition, par plus de 8000 créateurs de jeux vidéo. Imagine un peu, en un seul week-end, toute la culture créée par des milliers de personnes, tous rassemblés autour de cette passion du jeu vidéo. Il arrive même que certains jeux connaissent une véritable success story par la suite, comme Mind the Gap, réalisé pendant la Ludum Dare 26, qui est devenu Mini Metro. On peut parler aussi de Titan Souls et de Super Hot, et sans oublier le jeu le plus impressionnant de l'univers, God Simulator. Du samedi 27 au mardi 30 avril 2019, s'est tenue la Ludum Dare 44. Durant cet événement, on a embêté les membres de l'équipe pour nous partager leur vision du jeu vidéo, et de nous raconter comment se passe ce week-end. Nous sommes une équipe de 11 personnes, et chaque personne prendra le temps de t'expliquer son métier. On retrouve Yann, chef de projet qui va s'occuper de synchroniser l'ensemble des membres. Yacine, la force tranquille de l'équipe et lead game designer. Guillaume, gameplay programmeur qui intervient aussi en game design. Kevin, donc c'est moi qui occupe le rôle de lead développeur. Julien qui développe également, Anna la lead game artiste, et enfin Tom, véritable couteau suisse, qui gère aussi le rôle de sound designer, et il y a 3 personnes à distance, Benjamin game artiste, Benjamin développeur, et Axel game artiste. Et aujourd'hui je t'emmène avec moi et toute cette équipe pour te montrer les coulisses de la création de notre jeu Underbreak. Mais attends, je te spoil un peu, on va commencer par le début, le vendredi. On a préparé notre sac en amont, on prend donc nos affaires, 12 kg matériel, et c'est parti pour rejoindre les autres dans la maison qui nous hébergera pour les 72 prochaines heures. On arrive, Julien était déjà là, et je le laisse nous expliquer ce qui s'est passé. Et après tout le monde est arrivé, finalement on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé, il y a eu tout de suite une bonne entente, ça c'était cool. Il a été question un petit peu après de faire des courses, donc on s'est baladé dans
dans Franprix et dans Picard pour acheter des trucs pour manger le week-end. Et puis donc voilà, donc on a continué comme ça, on a fait notre petite vie à discuter de tout et de rien jusqu'à le moment fatidique de 3 h du matin. 3 h du matin, pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle tombe le thème de la jam, ce sur à quelle sauce on va être mangé pendant 72 heures. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que juste avant, on savait les thèmes qui étaient dans le final round, les thèmes qui restaient à la fin et qui pouvaient être choisis. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'entre nous tous, on n'était pas d'accord sur les thèmes qu'on voulait voir tomber à la fin. Si ce n'est que, il y avait certains thèmes sur lesquels on était d'accord que ça ne nous inspirait pas. Et il s'avère que c'est un de ces thèmes-là qui est tombé. C'est-à-dire Your life is currency, voilà, si je le prononce bien. Bon, une fois le choc passé, bon, le choc qui était assez rapide, hein, finalement, bah, on ne peut pas changer le destin, donc on bosse avec ce thème-là. Donc il y a les idées qui commencent à fuser à 3 h du matin entre nous tous. On a eu des idées de vampires qui devaient attaquer des gens pour gagner de la vie et qui puissent dépenser après pour s'améliorer. On a eu des idées de Rogue Legacy version cellule, où tu as des cellules qui doivent à un moment décider de mourir pour gagner des sous, pour aider la génération suivante de cellules à s'améliorer. À la fin, tu aurais la super cellule méga badass de la mort qui tue. On a eu plein d'idées comme ça, puis finalement, on était parti sur une idée qui est venue comme ça, vu que la vie est une devise et une monnaie, pourquoi on ne pourrait pas faire des OPA sur la vie de quelqu'un? Et au final, c'est parti, ça a évolué, jusqu'à un personnage qui se retrouvait au fin fond des enfers, et qui devait conclure des pactes démoniaques avec plusieurs démons pour pouvoir s'améliorer, avoir des meilleures armes, ou pouvoir courir plus vite, ce genre de choses, au prix de sa vie qu'on a interprété ici comme le libre arbitre. Par exemple, tiens, je te donne ce super flingue de la mort qui tue qui va te permettre de tuer tous les squelettes en un coup, par contre tu peux plus avancer à droite. Voilà. Donc ça nous a fait assez marrer d'avoir un concept comme ça entre je te donne quelque chose mais je te prends autre chose de ta vie en échange, et on va du coup essayer de construire un jeu à partir de ce concept qui soit le plus fun possible et le plus sympa à jouer, quoi. Le challenge est donc officiellement lancé, on a 72 heures pour réaliser un jeu sur ce thème. Une fois que l'on a dégrossi l'idée que l'on a pour le jeu, il est déjà 4 h du matin. Il est temps de se coucher pour une bonne nuit de sommeil, histoire de nous lancer dans le développement sereinement. D'ailleurs, le sujet du sommeil est particulièrement important. Travailler non-stop sur 72 heures est quasiment impossible. Et il est assez commun d'avoir certaines équipes qui disent très fièrement qu'ils ne dorment que 3 heures par jour, ce qui amène ensuite pas mal de soucis, souvent liés à un déficit de concentration, puisque le sommeil, c'est quand même très important. On se retrouve donc ensemble le samedi vers 8 h. On continue de parler du thème et de notre idée du jeu, et on commence à construire ce qui va être notre game design. Mais au final, le game design, on se trompe souvent à propos de ce que c'est. Le game designer, c'est celui qui essaie de se mettre à la place du joueur et la personne qui va avoir l'expérience en bout de production, et essayer d'imaginer pour le joueur une expérience à peu près cohérente, qui peut être à la fois amusante et engageante, et essayer de voir comment ça peut se mettre en place et de recommuniquer aux autres personnes et si possible organiser les choses pour que ça se fasse concrètement et qu'au final le produit soit fait à temps, surtout dans le concept du game jam où le temps est très important vu que c'est 48 à 72 heures. On commence donc à concevoir les règles de notre jeu et à créer l'univers. On se placera dans un environnement rempli de démons puisque l'on se place dans l'Underworld, un enfer composé de différentes créatures malsaines avec qui il faudra pactiser pour avancer dans l'aventure afin de s'échapper. Un espèce de prison break de l'Underworld, d'où le nom de notre jeu, Underbreak. Ouais, ça vole pas haut quand on l'explique. Au niveau des mécaniques, notre joueur tire avec un fusil. Il devra récupérer des clés pour passer au niveau suivant, et les artistes s'occupent de créer les décors, et on arrive rapidement à un résultat où notre joueur peut se déplacer, récupérer les clés, on a nos premières briques de gameplay. Alors bien sûr, durant l'événement, on en profite pour échanger entre nous, notamment la question de nos différentes formations. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est la diversité des profils. Comme quoi, on peut faire du jeu vidéo en ayant un parcours complètement différent. J'ai une formation d'ingénieur informatique, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez généraliste, pas seulement jeux vidéo, et clairement pas jeux vidéo en fait, pas centré là-dessus. Même si au final c'est ce que j'aimerais faire plus tard pour mêler le côté créatif au côté scientifique. Alors là, au moment où on fait cette jam, je suis en stage.
Je suis en stage chez une entreprise qui m'a embauché pour faire de la VR. En fait, il faut que je fasse une simulation de conduite en réalité virtuelle. Alors moi, la VR, c'est pas mon premier stage dans le domaine. J'ai déjà fait plusieurs projets, que ce soit en stage ou à l'école, avec ça. Ce que j'ai pu voir, c'est que tu avais différents types de casques de réalité virtuelle. Tu as ceux qui prennent en compte tes mouvements dans l'espace, tu as ceux qui prennent en compte que les mouvements de la tête, tu as ceux qui ont une télécommande intégrée, tu as ceux qui n'en ont pas. Et en fait, on a tendance à voir la réalité virtuelle comme quelque chose de très fixe. Mais en fait, ça peut être très variable selon l'équipement que tu choisis, ne serait-ce qu'en termes de performance, s'il y a besoin d'un ordi, s'il n'y a pas besoin d'un ordi ou ce genre de choses. Malgré ça, tu as quand même des règles assez générales qu'il faut respecter. Déjà, il faut partir en sachant déjà que tu te prives d'un certain public parce qu'il y a des gens, la VR, ils ne peuvent pas. Tu peux faire le meilleur truc du monde, ils ne pourront pas. Ils vont vomir leurs 4 heures, ça va être dégueulasse. On va essayer de prendre les gens qui peuvent malgré tout et de leur fournir la meilleure expérience possible. Donc pour ça, tu es obligé d'avoir un minimum d'images par seconde. Je crois que la recommandation, selon l'état de la recherche actuelle, c'est à peu près 90 images par seconde. Donc tu vois que ça peut être un petit peu compliqué à faire. Il ne faut absolument pas imposer des mouvements bizarres, genre d'un seul coup tu vas faire une caméra qui va faire wow, alors que sa tête, la tête de l'utilisateur, elle ne bouge pas. Ça détruit son oreille interne. Et aussi, ça va être très compliqué d'afficher tout ce qui est éléments d'interface pour l'aider, dans la mesure où typiquement quand tu es dans Unity, tu vas devoir afficher des éléments d'interface qui vont être ce qu'on appelle diégétiques, c'est-à-dire c'est des éléments d'interface qui sont dans la scène de jeu. Un ordinateur qui traîne dans un coin, des hologrammes qui sont projetés, ce genre de choses. Tu ne peux pas faire des éléments fixes comme tu aurais sur une application ordi classique. Et c'est vrai que c'est des vrais problèmes qui se posent et que moi je trouve vachement intéressants. Parce que ça te fait voir toute une autre perspective de la conception de jeu, la conception d'environnement 3D, la conception d'interface, tout ça. Ça, c'est les problématiques de la VR que tu vas pouvoir rencontrer de manière assez générale partout. Après, tu as des problématiques supplémentaires qui sont liées à l'équipement. Tu as des casques qui vont avoir besoin qui sont autonomes. Donc ils n'ont pas besoin d'un ordinateur. Par exemple, tu as le Samsung Gear VR qui a besoin d'un téléphone embarqué, c'est un Samsung Galaxy qui est dedans. Et tu as d'autres casques comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive qui, eux, sont dépendants d'un PC auquel il faut les brancher et c'est le PC qui va faire tout le calcul de ce qui va être affiché dans le casque. Ça implique plein de choses différentes, notamment tu es assez limité à partir du moment où tu as un casque qui est autonome parce qu'il a beaucoup moins de puissance de calcul. Donc on peut calculer moins de choses, notamment tu ne peux pas détecter des mouvements dans l'espace de l'utilisateur. C'est très compliqué à mettre en place ça. Ça va être compliqué aussi d'avoir une manette qu'on va pouvoir vraiment déplacer dans l'espace. Généralement les manettes de ces casques-là, c'est juste, tu vas juste pouvoir les bouger en rotation. Alors que quand tu as un casque comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive qui va être branché à l'ordinateur, là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de puissance de calcul, tu vas pouvoir justement faire tout ça, détecter les mouvements d'utilisateur dans l'espace, avoir des manettes qui puissent avoir même plusieurs manettes qui peuvent se contrôler comme tu veux avec toute la gestuelle. Et en fait, moi je trouve que c'est des problématiques qui sont intéressantes parce que finalement tu vas pouvoir avoir des casques où tu vas pouvoir faire certaines choses et des casques où tu vas pouvoir faire d'autres choses. Et malgré tout, il faut faire en sorte que ce soit confortable pour l'utilisateur et ça, je trouve ça vachement fascinant. Je m'appelle Yacine, j'ai 22 ans. Je participe à la Jam en tant que game designer. J'ai une formation en graphisme multimédia pendant 3 ans et actuellement je fais une formation de 3 mois pour devenir animateur et apprendre la programmation à des enfants plus jeunes chez Magic Makers. Le but c'est d'apprendre à utiliser les différentes technologies que vont aborder les enfants et à aussi apprendre les techniques pédagogiques que constitue la pédagogie de cette entreprise. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser des outils comme Scratch, qui est un outil qu'on montre aux 7-8 ans. Il faut aussi avoir l'approche pédagogique que l'entreprise souhaite avoir, c'est-à-dire une approche qui se distance un peu de ce qu'on a dans les académies ou dans les écoles en France et qui essaye de mettre en avant la recherche de l'enfant personnel et le laisser explorer lui-même les différentes possibilités qu'il a, se confronter à des problèmes et chercher des solutions. C'est pour ça que Scratch c'est un outil assez pratique parce que c'est de la programmation par bloc, c'est très coloré et ça leur permet d'aborder en testant et en prenant des choses à droite à gauche et en les assemblant, voir ce que ça donne, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça leur permet eux-mêmes d'aborder à petite échelle la logique de la programmation. Après, bien évidemment, il y a des profils qui sont un peu plus classiques, qui ont suivi des formations spécialisées dans le jeu vidéo. Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans.
Et je suis venu à cette jam en tant que GDE au début. Mais il y a eu des petits aléas et des modifications d'emploi du temps qui ont fait que j'ai dû faire du GFX au milieu. Probablement, je vais devoir faire un peu de dev à la fin. Je suis un peu couteau suisse sur cette jam. Et voilà, mes services sont utilisés par les gens qui en ont besoin. Non, alors moi, du coup, j'ai une formation de développeur à la base à Isart Digital, qui est une école de développement, enfin, pas que de développement, une école de jeux vidéo finalement à Paris. Il y a du développement, mais pas que. Donc il y a des formations de graphisme, des formations de game design, des formations de sound designer. Donc c'est une école qui a pour objectif de couvrir tous les corps de métier du monde du jeu vidéo pour créer un gros réseau d'étudiants qui bossent ensemble, puisque finalement tous les étudiants qui sont avec vous dans cette école, ce sera vos futurs collègues. Donc c'est un des avantages d'être dans ces écoles-là, c'est qu'on se crée un réseau dès le début. De gens qui partagent les mêmes passions, qui ont les mêmes objectifs, et avec qui on va potentiellement avoir déjà bossé s'ils sont des mêmes années que nous, ou même des années supérieures des fois. Elle propose aussi à l'école des événements comme des jams, qui sont sur un format un peu différent de la Ludum qui est en 72 heures ou de la Global par exemple. C'est des jams sur une semaine où c'est moins le crunch, c'est moins crunch. Et l'idée c'est plus de s'ouvrir à toutes les autres types de formations et surtout d'avoir un système de mentor parce qu'on va être de pair avec des élèves des années supérieures qui vont pouvoir nous transmettre du coup ce qu'ils savent. Ce qui je trouvais quand même l'élément le plus important des game jams. Qui est le partage des connaissances. Sachant que c'est aussi, ils organisent aussi la globale donc, chez eux. Donc c'est vraiment une école qui est très ouverte sur les game jams et qui nous fait comprendre qu'il faut y participer et il faut en faire. Bon, il faut savoir que c'est une école privée par contre, donc du coup c'est un investissement financier important. C'est aussi un investissement de temps important parce qu'il y a du travail à l'école déjà, il faut aller au cours. Il y a les projets ensuite à remplir et puis les travaux à rendre pour les notes, pour le contrôle continu. Et il y a aussi le travail personnel à fournir à côté pour se faire un portfolio, pour se donner un peu de consistance en vue d'un stage ou même d'une embauche par la suite. L'avantage aussi qu'a cette école, c'est qu'il y a un incubateur. Et du coup, potentiellement dès la sortie de l'école, on peut avoir, pendant les projets de fin d'études, des studios qui vont venir voir un petit peu ce que font les étudiants et puis les projets les plus prometteurs sont potentiellement retenus pour et étudiés en tout cas par ces studios-là. Bonjour, moi c'est Yann, Strangerian sur les réseaux sociaux. Je suis le chef de projet / un peu manager sur cette Ludum Dare 44. Et donc moi c'est ma 16e jam en tant que pareil, chef de projet, manager. J'ai appris à un peu gérer une équipe par la pratique en fait, par le biais des jams. Et sinon j'ai une formation en tant que game designer et j'ai un background aussi en tant que graphiste, communication visuelle, la Creative Suite d'Adobe, InDesign, Photoshop, Flash. La seule formation que j'ai trouvée en France qui était publique en 2015, c'était Bobigny, la licence professionnelle Game Design Level Design de Bobigny, à l'IUT de Bobigny. Donc j'ai fait ça en 2015-2016. Après j'ai eu un stage chez Oublala où j'ai rencontré donc Kevin alias Red. Donc 2016-2017, 6 mois de stage, 6 mois CDD. Et après je me suis mis au jam à fond en fait. J'ai fait des petits boulots, j'ai été un peu chauffeur-livreur. Et ouais, pour vraiment apprendre par la pratique. Et là donc j'aimerais bien essayer de choper un bac+2 pour avoir un diplôme dans le domaine vraiment qui m'intéresse. Donc à voir avec l'Engmin. Cette année, l'année prochaine, on verra bien. Alors j'ai postulé pour faire un master à l'Engmin pour être producteur, chef de projet. Je saurai si j'ai passé la première des trois phases de cette sélection. Ce sera le 6 mai là. Ah, j'en ai eu des très bons retours, c'est pas évident de rentrer parce que là pour mon corps de métier, pour les 2 années scolaires, donc parce que c'est un master en 2 ans, 2019-2021, il y a 6 places. Donc c'est surtout qu'il faut rentrer parce que c'est la seule formation de ce type qui est publique en France. Et tu as les 6 corps de métiers principaux, donc pour les développeurs, pour les graphistes, pour les game designers, pour les... c'est pas vraiment UX, c'est... je sais plus exactement, ça a un peu à voir avec le QA. Et puis le 5e que j'ai vu, le sound design peut-être. Bref. Et puis ouais, les producteurs, les chefs de projet. Donc non, oui, j'en ai des très bons échos, après aller sur leur site, aller voir les vidéos et tout, mais
moi, de mon retour, de ce que j'ai ressenti par rapport à la journée portes ouvertes, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Et puis il y avait l'occasion de bosser avec certains Engminiens à la Digital Art Jam 3, ça c'était en mars, fin mars, début avril, ouais fin mars. Et il y avait bien une bonne tête, j'ai envie de dire dizaine d'Engminiens, il y en avait 2, 3 dans mon groupe, on était un groupe de 9 je crois, et c'était grave cool. Et on a fait Fungus Frixum dans cette jam là, donc cette année là en fin mars. Il y a aussi dans l'équipe Tom qui est autodidacte et qui a créé son entreprise depuis un petit moment. Bonjour, je m'appelle Tom Laporte et je suis music designer au sein de la Grande Table Production. Grosso modo, on bosse principalement sur le web pour l'instant. On s'est beaucoup intéressé aux vidéastes du web parce qu'on s'est dit que quand on a vu tous les vulgarisateurs commencer sur Internet, on a senti que ça allait devenir la télé de demain en fait. Et que c'était l'occasion de renouveler un peu tous ces catalogues-là et d'enlever un peu tous ces exemples traditionnels de ukulélé, de voix qui sifflotent, de musique à la Kevin MacLeod et tous ces trucs-là. Et on s'est dit que ce serait l'occasion d'aller mettre à jour tout ça. Donc on a très vite contacté des youtubeurs pour pouvoir proposer nos services et on a collaboré avec Y Penser, Revue du Monde, Julien Méniel. On a collaboré avec des entreprises comme 20 minutes, Decathlon, etc. Et voilà, et grosso modo c'est devenu à peu près notre cœur de métier. On bosse aussi à côté dans le jeu vidéo, mais de manière plus secrète, sur des projets qui sont indépendants parce qu'on ne s'intéresse pas trop au AAA. On s'intéresse plus à des sphères humaines où on peut avoir un droit de regard, faire un vrai travail de DA et dépasser notre simple rôle de compositeur. En gros, on va proposer 2 services. Le premier, c'est un catalogue qui permet à des youtubeurs, à des vidéastes, ou à des entreprises ou à des personnes qui font de l'événementiel d'utiliser les musiques pour leurs projets. C'est des musiques qui sont inspirées des artistes qu'on a aimés. Donc ça va être du trip-hop, du hip-hop, ça va être du breakbeat, ça va être de la basse musique, tout un tas de choses, tous les styles de musique électronique qu'on a connus en grandissant, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est qu'on fait de la musique sur mesure pour des gens. On fait un travail de direction artistique avec eux, c'est-à-dire qu'on regarde on regarde la tonalité visuelle, etc. de leur projet et on trouve une façon de l'illustrer. On propose plusieurs plans, on propose un panel de morceaux, etc. pour essayer d'habiller le contenu des gens de la façon la plus personnalisée. Ce qui est également intéressant à remarquer, c'est toute la diversité des raisons qui nous amènent à participer à une game jam. Alors cette jam, elle a quelque chose d'assez particulier pour moi parce que c'est la première jam que je fais en présentiel. C'est pas ma première game jam, c'est ma 3e game jam en fait. Les 2 premières c'était des Loom d'Air. Et en fait les 2, j'étais pour le coup vraiment chez moi, dans le sud, avec mon casque sur Discord et on faisait la jam comme ça, à distance. Pour moi, c'est une expérience qui est vachement intéressante de pouvoir communiquer avec des gens à distance, etc. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire des trucs de ouf comme ça. Là, quand je cherchais justement une équipe pour faire cette jam, là, la LD44, t'étais venu me proposer de la faire et donc il fallait que je vienne en présentiel sur Paris. Ce qui me sort complètement de ma zone de confort, moi, parce que Paris, j'étais venu une fois dans ma vie et puis finalement, je me retrouve là à faire un jeu en 72 heures avec vous. Je trouve que c'est une expérience qui est qui est très humaine, qui est très sympa et c'est un peu ce que j'attends de cette jam aussi, de voir comment ça se passe quand tu te retrouves avec énormément de personnes au même endroit pour faire un jeu et d'avoir la communication qui va être directe comme ça, sur un même lieu physique finalement, quoi. Et aussi de rencontrer des gens, forcément. Il y a pas mal de choses intéressantes et agréables dans une game jam, que ce soit le fait d'avoir des thèmes souvent un peu amusants, de pouvoir échanger avec tout plein de gens, parfois rencontrer des nouveaux, puis chacun a ses idées, il y a la mise en commun des idées de tout le monde et puis la recherche de ce qui est bien, de ce qui est facilement implémentable, de ce qui ne l'est pas. Le fait de faire un jeu en fait est amusant. Après, vu que moi j'ai une formation de graphiste et que je gravite un petit peu autour de l'univers du jeu vidéo, c'est toujours intéressant pour le portfolio aussi. Mais c'est pas la raison principale pour laquelle j'y vais personnellement. J'y vais, je sais pas, parce que ça me plaît de manière générale. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une énergie. C'est créatif. C'est un temps dédié aussi, ça coupe un peu de ce qu'on a dans une routine, on va dire, dans notre quotidien. Et à la fin, en plus, on a un jeu et c'est toujours agréable d'avoir fait un jeu et d'avoir fait quelque chose de ses mimimes. Puis oui, ça permet de voir des gens et d'échanger, et puis il y a toujours des gens sympas. Enfin, sur toutes les game jams que j'ai fait, les gens ont toujours été sympas. 3 grosses raisons pour moi pour lesquelles j'adore les jams, c'est premièrement, ça fait que si tu te débrouilles bien, tu peux avoir un projet en plus pour ton portfolio en 48 heures, c'est assez imbattable.
en un week-end. Deuxièmement, tu vas rencontrer des gens qui sont vraiment super, qui sont intéressants et qui sont cool et qui sortent du bon taf et qui sont agréables, avec lesquels bosser est agréable. Et troisièmement, t'apprends par la pratique en fait. Tu peux me refaire la question s'il te plaît, j'ai complètement... Tu attends de cette jam. J'attends le top 50. Moi, j'aime. En fait, j'aimerais bien qu'on soit au moins meilleur que 200e au classement général parce que c'est un peu mon high score. Julien, Stickmac, c'était quoi ton meilleur score de ta dernière jam pour le classement général? Ouais, bah voilà, top 150, top 200. Donc si on est dans le top 100, déjà en vrai, ce serait bien. Et si on est en top 50, on est content. Ce que j'attends des game jams, c'est à la fois une question de challenge, parce que j'aime bien faire des petits défis, etc. J'aime bien faire des contrôles à montre ou qu'on me propose de faire tel style en tel nombre de temps. J'aime bien faire des musiques pour des amis. Quand ils me proposent de faire, ils me disent, je sais pas moi, fais de la drum and bass gothique, ça m'éclate, donc voilà. Et donc j'aime bien toujours faire des défis comme ça parce que ça m'entraîne, ça me permet d'apprendre des choses que j'aurais pas forcément appris spontanément parce que je me serais pas forcément donné la contrainte. Donc c'est assez stimulant et en plus de ça, je trouve que c'est assez efficace pour se donner confiance en soi dans le milieu de la création. Parce que ça permet de voir en fait comment on réagit face à l'urgence, comment on gère spontanément face à des problèmes qui nous sont foutus sous le nez. Et voilà, donc je pense que c'est très enrichissant au niveau de la façon de travailler. Mais ouais, la deuxième raison, c'est que j'ai pas spécialement envie de bosser pour des studios AAA. Je pense que pour rencontrer des gens dans le milieu du jeu vidéo indépendant, les game jams, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Parce que tu te fais des affinités avec des gens par rapport à leur façon de bosser, par rapport à leur goût. Et ça te permet en fait de te construire un réseau vraiment de gens qui sont à la fois des bons bosseurs et à la fois des gens avec qui tu t'entends. Donc ce qui est un cocktail pour faire un bon jeu qui se passe bien. Personnellement, je voudrais faire mieux que notre jeu Blocks and Blaster. C'était le jeu que nous avions fait l'année dernière pour la Ludum Dare 41. Le thème pour cette édition était combiner deux genres incompatibles. Et nous avons réalisé un shooter Tetris. Déjà l'année dernière, on était très contents du résultat et nous nous sommes classés 236e sur le classement global sur plus de 3000 jeux, avec une mention spéciale pour la catégorie respect du thème où nous nous sommes classés 46e. Donc oui, faire encore mieux que l'année dernière, c'était un challenge de taille pour nous. Vivre en communauté, c'est aussi manger. Et on a de la chance, certains membres de l'équipe sont d'excellents cuisiniers. Et on part se coucher. Et malgré les heures de travail que l'on enchaîne, la majorité de l'équipe est sereine vis-à-vis du jeu que nous sommes en train de créer. La nuit passe et nous repose bien. On est de retour le dimanche vers 9h. Donc aujourd'hui, donc dimanche, deuxième jour de la jam. C'est un jour important parce que cette Ludum, il y a deux manières de la faire. On peut la faire soit en composition, donc c'est quand on la fait tout seul, ou en équipe. Sachant que ceux qui font en composition doivent rendre aujourd'hui à 16h. Et que les notations commencent du coup aujourd'hui à 16h, même si on le fait à plusieurs, en équipe. Et du coup, le fait de poster un build aujourd'hui en même temps que ceux qui le font en composition nous permet de ne pas être en retard au niveau de la notation. Donc aujourd'hui, c'est étape importante puisqu'il faut qu'on ait un build jouable. Il faut que toutes les mécaniques de base du jeu soient présentes et qu'on puisse gagner. Enfin, pas forcément gagner, mais au moins jouer au jeu, avoir une expérience satisfaisante. L'objectif est fixé, il nous faut un build jouable, c'est-à-dire que nous comptons avoir une version du jeu qui contient l'ensemble des mécaniques afin de voir si le jeu est effectivement fun dans son ensemble. Cette étape est importante pour que l'on puisse s'occuper du polish le lundi, c'est-à-dire corriger toutes les petites imperfections du jeu afin d'offrir la meilleure expérience. Concrètement, on a déjà notre joueur, des ennemis, mais on n'a pas encore l'élément le plus important de notre jeu, les pactes. Et après avoir vu avec les game designers, il y a 18 effets différents à créer. La première moitié vont être des bonus et l'autre moitié des malus. Le but étant de créer des combinaisons d'effets afin d'aboutir à 9 pactes différents. Donc autant dire que l'on n'est pas super en avance sur le développement du jeu. Pour parler de ces mécaniques qui sont importantes, on parle souvent tous ensemble afin de prendre connaissance de toutes les problématiques. Peut-être que les graphistes sont ok pour créer un effet particulier, mais si ça prend trop de temps pour coder le reste ou créer le son qui va avec, il va falloir revoir les espérances. Faire une game jam avec une grosse équipe, c'est jouer constamment à l'équilibriste, afin de ne pas surcharger un pôle. Facile à dire, mais dans les faits, c'est particulièrement compliqué. Surtout que le temps est limité et ne joue pas vraiment en notre faveur. Le dimanche, c'est aussi la journée où nous a rejoint un autre membre de l'équipe, Julien, qui est venu pour nous aider à créer ce documentaire. Pour tout te dire, tous les plans stylés, c'est lui qui les a faits. On en a profité pour mettre pas mal de plans du chat de Tom. Hop, voilà un chat, et en voilà un autre.
Bon, ok, j'avoue, je fatigue un peu. Donc on repart pour une journée de travail. Le pôle Game Art s'occupe d'améliorer l'ambiance sur les maps et travaille également sur les ennemis que l'on va affronter. Et pendant ce temps, le pôle Game Design et Dev s'attaque à ces fameux pactes. Tom se lance aussi dans la création du sound design, et donc fait de la recherche pour créer les meilleures musiques. Le sound design, on en parle peu, mais c'est un des éléments qui est extrêmement important dans le ressenti que l'on a d'un jeu. Donc, petit détour pour comprendre comment travaille un artiste dans ce domaine. Ouais, je fais principalement de la MAO, donc de la musique assistée sur ordinateur, sur Ableton Live, qui est un logiciel que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une manière de composer qui est verticale en fait, où on n'est pas obligé d'être sur une timeline comme ça, où on peut en fait mettre des blocs comme ça et la structure n'est jamais définitive en fait dans notre morceau, on peut toujours la remettre en cause et donc c'est ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'écriture, comme son nom l'indique, live quoi. Et après j'utilise beaucoup d'instruments, de petits instruments réels et de sons réels que j'enregistre. Des petites percussions, quand je voyage, j'ai des petits instruments de musique du monde, des choses comme ça que je prends pour avoir des sons un petit peu singuliers. J'ai des mini synthétiseurs pour avoir quelques applications très précises. Mais je suis principalement sur musique assistée par ordinateur et avec des plugins, donc des logiciels externes qui permettent d'avoir différents sons, différents timbres, quoi. En tant que sound designer, je pense que c'est important d'avoir au moins une oreille musicale, c'est-à-dire une sensibilité à la musique, mais je pense qu'effectivement, savoir faire de la musique, c'est quand même important, parce que c'est important d'avoir une notion du rythme, avoir une notion du timbre, parce que le sound designer, il va aussi faire des effets qui doivent aller dans le flow de la musique, et qui doivent aller dans le rythme du jeu, donc il faut que ça aille de pair avec l'esthétique musicale qui a été donnée. Donc c'est important qu'il y ait une connexion entre le son et la musique dans un jeu. Donc je pense que oui, et puis de manière générale, je pense que quand on est dans un domaine créatif, c'est important de savoir parler le langage des autres et de ne pas parler uniquement son propre langage. C'est-à-dire qu'un compositeur, il doit comprendre comment un graphiste, il parle en termes d'image, comment une personne qui fait du montage ou qui fait des VFX, il parle justement dans ses logiciels, etc. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc oui, pour le sound designer, évidemment. Ouais. Évidemment, il faut qu'il ait cette notion-là, parce que c'est ce qui lui permet, lui, de rentrer dans quelque chose qui va de pair avec le jeu et qui n'est pas cacophonique, quoi. Voilà. Pour moi, là, bien évidemment, le jeu vidéo est un art, mais je pense qu'on ne le considère pas comme un art pour des bonnes raisons. On le considère comme un art parce qu'on peut raconter des histoires avec du son et de l'image. Pour moi, ça correspond plutôt à l'art du cinéma. Pour moi, ce que le jeu vidéo il apporte de nouveau, qu'on n'a jamais pu connaître ni dans la littérature, ni dans la peinture, ni dans aucune autre forme d'art finalement, ce qui fait la singularité de chaque art, c'est que ça permet en fait de créer des mondes régis par des règles et d'observer les comportements. C'est-à-dire qu'à terme, le jeu vidéo, c'est pas seulement du jeu, c'est aussi par exemple créer une civilisation à une société, définir des règles et définir de voir comment cette civilisation elle évolue et de pouvoir en tirer des conséquences pour nous, des leçons pour nous. Donc je pense que ça a une portée qui va beaucoup plus loin que celle du loisir. Et ça va avoir aussi des applications dans plein de choses, dans la musique, pour par exemple créer des moteurs qui simulent des violons, qui simulent des pianos, pour créer des intelligences artificielles qui servent dans la vie de tous les jours et qui pour diverses tâches. Etc., etc. Donc voilà, donc je pense que le jeu vidéo est un art pour une autre raison, et cette raison, je trouve qu'elle est bien plus grande que celle qu'on prête habituellement à ce médium-là. On travaille donc sur des points différents du jeu pour ensuite tout fusionner le dimanche soir. Ça va pas être facile, mais on va essayer de tenir cette limite de temps. Cette histoire de pacte avance d'ailleurs très bien durant la journée. On met en place l'interface pour sélectionner le pacte que l'on va conclure, et on commence la première compétence issue d'un pacte, le bouclier. Donc on avance assez bien, ce qui n'empêche pas de rencontrer quelques bugs de cadence de tir par exemple. Bon, heureusement, c'était pas difficile à gérer. On continue d'avancer rapidement et le bouclier fonctionne entièrement, comme la deuxième compétence, le flash. On bosse encore énormément et on a fini par avoir un build à 4 h du matin. Les deux développeurs qui sont avec moi réussissent à finir les 9 pactes à temps, c'était tendu niveau timing, mais on l'a fait. Et on décide finalement de ne pas mettre cette version en ligne puisque l'on croit au potentiel de notre jeu.
Pour le dernier jour, on va peaufiner le tout et on sort une version du jeu dont on est fier. On se couche donc à 4h du matin et moi qui ne suis pas serein sur le timing, je décide de faire une petite nuit et de me lever à 8h pour pousser au maximum le développement tant que personne n'est debout, ce qui me permet d'avancer sans interruption sur le jeu. Les autres se lèvent et on se retrouve en plus petit comité vu que certains partent travailler. Ce qui nous permet de faire le point pour préparer cette dernière journée de jam. On n'a pas beaucoup dormi, on est assez fatigué. Enfin, assez, c'est un doux euphémisme. Mais ouais, non, aujourd'hui c'est journée de polish. On est quand même relativement content, je pense, tout le monde, de ce qu'on a fait. Les graphismes sont cool, le code il a bien avancé, on est sur de l'ultra polish, donc on est ravis. Le gameplay est enthousiasmant, on attend de voir encore les dernières briques finales pour pouvoir se faire encore un avis parce qu'on n'a pas encore fait tout ce qui est tweak, dernier réglage, etc. Mais c'est très enthousiasmant, mais par contre il y a du boulot, quoi. C'est pas encore le moment de s'arrêter. On a encore là tous les effets de feedback, donc tous les effets pour donner un retour aux joueurs sur les moments où on attaque, les moments où on se prend des dégâts, les moments où on touche des boutons, etc. Donc c'est tous les micro-détails auxquels on ne pense pas forcément quand on est joueur, mais qui prennent du temps quand on fait un jeu. Ouais, là on va dire que c'est la passe minutieuse où on essaie de prendre tous les petits détails qui clochent et faire que tout soit bien poli, tout soit bien nickel, pour qu'il n'y ait pas un truc de travers et que le jeu tienne la route, tienne bien debout, quoi. Je suis très heureux qu'on en soit à cette phase-là parce que c'est pas forcément le cas dans les game jams d'arriver en phase de polish. Parfois on arrive en fin de jam et le jeu ne marche pas, ou le jeu n'a rien d'implémenté, ou il y a plein de raisons pour lesquelles une game jam ne peut pas marcher. Et là il se trouve que c'est une très très bonne game jam. En plus on est avec une équipe de personnes volontaires qui ont envie de porter un peu le jeu après, qui ont envie de communiquer un peu autour du jeu. Donc non, il y a une très bonne énergie, donc je suis ravi de cette journée. Et même si on a beaucoup de travail, j'ai foi dans le fait de rendre un premier prototype qui sera super cool. Voilà. Et il y a encore pas mal de choses à améliorer pour rendre l'expérience de jeu la plus fun possible. Et surtout, beaucoup d'intégration. Les game artistes ont produit énormément de modèles qu'il faut maintenant mettre dans le jeu afin d'améliorer le rendu. On commence la journée en ajoutant une nouvelle interface pour les dialogues et on intègre finalement les modèles des clés et il y a enfin les vrais ennemis du jeu. Des diables et des guerriers squelettes. Petite fun fact, notre héros tire avec un fusil imaginaire. Voilà, on lui a jamais fait de fusil et au final peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte. On finit d'intégrer les 3 niveaux avec tous les graphismes, on est super content du résultat et on a bien conscience à ce moment-là de faire un super boulot. Ce sera un jeu dont on pourra être fier, si on arrive à le terminer à temps, ce qui n'est pas encore dit. D'ailleurs, je ne veux pas te spoiler le jeu, mais d'un point de vue game design, on a voulu transmettre une information au travers des pactes que tu prends. C'est-à-dire que chaque pacte va t'amener à avoir un certain type de comportement. Là où quand tu déclenches ta compétence de rage, tu peux tirer encore plus vite, ce qui te permet de tuer davantage d'ennemis, là où la compétence de bouclier et de flash sont beaucoup plus sur la défensive. Et au travers de ce choix de compétences qui t'amène un certain style de jeu, tu débloqueras une fin différente. Puisque oui, on décide au final d'avoir plusieurs fins dans le jeu. On arrange tous les éléments d'interface progressivement, on enlève tout ce qui est des placeholders, donc des éléments temporaires pour remplir une fonctionnalité en attendant d'avoir les graphismes définitifs, et après on attaque tout ce qui est ultra polish. On a presque fini le jeu et on se met à ajouter plein de petits éléments qui vont donner plus de vie à notre jeu. Les voix des personnages durant les dialogues, les portraits animés de tous les personnages, ce qui représente quand même 9 créatures à créer et animer, et c'est un travail qui est réalisé par Tom, Guillaume et Yann. On ajoute également des petites icônes représentant chaque pacte, et ça, c'est une super découverte. Tom a trouvé après quelques recherches un site internet qui aide à la création d'assets procédurales avec un style pixel art. On finit les derniers réglages, on intègre les 2 fins que nous a concocté Julien, et il est 2h45. On a un build. Un membre de l'équipe a déjà préparé la page du jeu. Il manquait plus qu'à le mettre en ligne, 2h55, Underbreak est officiellement en ligne.
On était limite niveau temps, mais on a fini par le faire. On a fait un jeu en 72 heures. Cette période juste après la mise en ligne du jeu est particulière. Toute l'adrénaline descend d'un coup et tu ressens un super sentiment d'accomplissement. On se met à faire les comptes sur le jeu, les petites choses que l'on pourrait corriger puisque l'on a remarqué encore quelques bugs au niveau des mouvements de notre personnage. Au final, tout le long de la jam, on a travaillé jusqu'à plus d'une 50aine d'heures sur tout le week-end pour la partie de l'équipe qui est restée du début jusqu'à la fin. Mais l'histoire d'Underbreak ne se termine pas encore là. On se lève le lendemain vers midi, l'esprit tranquille, et on se remet à travailler sur le jeu. Il faut savoir que la Ludum Dare, peu après la sortie, donc on sort le jeu le mardi, il nous reste une semaine pour faire toutes les corrections qui sont des corrections des fixes de bugs. On va entretenir le jeu vidéo, essayer de le mettre à jour. Ce ne sont pas des grosses modifications parce que ce serait assez déloyal et immoral de voilà, changer les décors, changer plus les textures et le gameplay. C'est vraiment des corrections assez minimes mais qui permettent de faciliter l'expérience du joueur et d'avoir des meilleurs retours utilisateurs. La Ludum Dare fonctionne en système de vote clos. C'est une game jam avec un classement, mais comme toutes les game jams, elle n'a pas un but lucratif. C'est vraiment pour nous donner une visibilité et montrer voilà, le meilleur de ce qui peut être fait en 48 heures, 72 heures. Pour en revenir à ce système de vote clos, ce sont donc les personnes qui ont participé à la game jam qui peuvent voter, des personnes qui s'intéressent donc au monde du jeu vidéo et qui sont ou peuvent être issues du monde du jeu vidéo et des différents corps qui le composent. Et c'est aussi ça qui fait la force de la Ludum Dare. Donc le jeu est officiellement en ligne. Je te mets bien évidemment le lien en description pour te faire un avis sur le résultat. La prochaine étape pour le jeu, c'est de le partager. Alors bien sûr, on en parle dans notre entourage, mais on le partage aussi à des streamers, ce qui nous donne pas mal de retours à propos du jeu. Et voir son jeu en action, crois-moi, c'est extrêmement enthousiasmant. On a fait un jeu dont on est très content du résultat, et j'espère que notre jeu sera bien accueilli de la part des autres participants de cet événement. Je te remercie de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. C'est la première fois que l'on travaille sur ce type de contenu documentaire. J'espère que cette longue vidéo t'a plu et t'a inspiré et appris des choses sur la conception d'un jeu vidéo. J'ai pas pris le temps de t'expliquer de ce que l'on fait en dehors de ces game jams. En fait, je suis Kevin Roussel, je suis cofondateur avec Anna de Red Studio, un studio de jeux vidéo indépendant, et cette chaîne YouTube est là pour te partager comment fonctionne la création de jeux vidéo, que ce soit dans le cadre de game jam avec Underbreak, ou des projets beaucoup plus conséquents comme notre jeu Epic Battle Run qui sort très bientôt. Donc si tu veux davantage explorer le monde du jeu vidéo, je te conseille de t'abonner et de regarder les vidéos que l'on sort sur cette chaîne. On en sort une nouvelle toutes les semaines. Suis-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et nous avons un Discord où nous sommes présents tous les jours si tu veux échanger avec nous. Un grand merci à l'équipe qui nous a rejoints autour du projet Underbreak. Merci à la Grande Table Production de nous avoir permis d'utiliser ces musiques, tu trouveras tous les liens dans la description. Merci énormément à Julien de nous avoir aidé pour la captation vidéo le dimanche, tu as fait d'excellents plans, c'était super de ta part d'être venu nous aider. Et on se dit à bientôt je l'espère, la bise.